Alors, bonjour de Washington et re-bienvenue pour la dernière session de notre programme sur les priorités de la cybersécurité pour les acteurs de la sécurité nationale africains. Je suis le professeur Nate Allen. Je suis professeur adjoint des études de sécurité et responsable de ce programme au CESA. Je suis heureux d'animer ce programme où nous allons parler des stratégies de cybersécurité nationale. Nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui et d'excellents intervenants. Alors, je vais vous donner quelques brèves remarques à propos de la séance de la semaine dernière. Un point clé, c'est que beaucoup de pays font beaucoup de progrès dans leur établissement d'institutions pour protéger leurs infrastructures critiques et pour établir leurs équipes d'intervention pour les incidents de sécurité informatique. Et donc, il y a beaucoup de choses à apprendre en regardant en dehors du continent, mais aussi au sein du continent même. Par exemple, les expériences du du Nigeria. Il faut examiner le contexte local d'un pays. Pour ceux qui veulent établir des équipes d'intervention pour les incidents de sécurité informatique, améliorer leur système de protection. Nous avons de très bonnes lectures recommandées dans notre programme, des lignes directrices pour la protection de les infrastructures. Et bien sûr, il y a le Forum mondial pour la cyberexpertise. Donc, un rapport de cette organisation a été publié très récemment et nous allons le rajouter à nos lectures recommandées. Alors, je vais commencer la session d'aujourd'hui. Nous allons parler des stratégies nationales de cybersécurité. Pour moi, de développer une telle stratégie est un élément essentiel pour s'assurer qu'on a une approche multipartite du gouvernement entier vers les défis de cybersécurité. Donc, la session à ces objectifs. Nous allons d'abord parler de la rédaction d'une stratégie nationale de cybersécurité, identifier les éléments clés d'une telle stratégie. Nous allons parler du rôle des acteurs du secteur de la sécurité dans la mise en œuvre de ces stratégies et politiques de cybersécurité. Nous allons parler aussi des leçons apprises, des principes fondamentaux de l'établissement de ces stratégies et politiques. Alors, je vais vous présenter nos panélistes. Nous avons Abdul Hakim Ajijola. Et s'il vous plaît, allumez votre caméra. Il est le président du groupe d'experts de l'Union africaine sur la cybersécurité et aussi commissaire de la Commission mondiale sur la stabilité du cyberespace. Il y a aussi une politique qui a été établie pour le Nigeria. Il est président de Consultancy Support Services et c'est une société de conseil en matière de cybersécurité basée à Abuja. Il a été président du groupe de travail sur la gestion des incidents cybernétiques du Forum mondial, membre fondateur de l'Organisation de coopération islamique. Il est actuellement le numéro 1 sur la liste de IFSEC en tant que personne influente dans le domaine de la cybersécurité. Nous avons Pierre Ouedraogo, qui est le président de TSI. Il a joué un rôle clé dans le développement de l'Internet à travers l'Afrique. Il a conseillé des gouvernements à travers l'Afrique, y compris le Burkina Faso, sur la politique de cyberstratégie. Il a mené la mise en œuvre de la stratégie de la francophonie sur la cybersécurité. Et il est membre fondateur d'un grand nombre d'organisations informatiques à travers l'Afrique. Et finalement, nous avons Grace Getaiga, qui est la responsable du Kenya ICT Action Network, une plateforme multipartite qui travaille avec dans le secteur de la cybersécurité. Elle anime une émission télévisée intitulée Take on Tech sur la chaîne de télévision nationale du Kenya. Et elle a siégé en tant que représentante de la société civile africaine à la
Commission des sciences et des technologies pour le développement des Nations unies. Alors, re-bienvenue, Grace. C'est un honneur de vous avoir ici tous les trois. Nous allons commencer avec Abdulhakim et Pierre. On va parler des processus, des apprentissages et basé sur les efforts du Nigeria et du Burkina Faso. Et ensuite, Grace va nous parler du rôle de la société civile dans l'élaboration des stratégies et des politiques de cybersécurité au Kenya. Abdulhakim, en tant que président du comité de cyberstratégie au Nigeria, vous avez joué un rôle important dans l'élaboration de la stratégie et politique de cybersécurité nationale. Ce document a été publié il y a quelques mois. J'aimerais que vous nous décriviez comment cette stratégie a été développée et mise en œuvre. Comment est-ce que ce processus a été initié? Quelles ont été certaines des agences impliquées et quels ont été les plus grands défis dans ce processus? Alors, bonjour à tous et merci beaucoup. Alors, on va prendre un peu de recul par rapport à ces questions d'abord. Il faut comprendre qu'une politique, c'est une déclaration d'intention. Mais la stratégie, c'est le plan pour accomplir l'intention de politique, y compris les responsabilités, les indicateurs de performance clés, etc. En Afrique, il y a des plans, des stratégies qui sont développés, mais l'interprète s'excuse, elle n'entend pas bien le... Donc, ces stratégies, ces politiques ont des failles parce que les décideurs politiques n'ont pas assez bien pris en compte les défis qui allaient se présenter. Les éléments clés de notre politique et notre stratégie de cybersécurité au Nigeria ont compris les tâches et quand accomplir les choses, la chronologie, le calendrier et avec qui, les partenariats à établir. Nous avons aussi énoncé les défis, sous l'hypothèse d'un environnement collaboratif, l'établissement de partenariats, et cela parle des défis de la mise en œuvre. Alors, il faut regarder au-delà de seulement le budget. Souvent, on place le blâme sur le budget, mais les problèmes vont au-delà de cela. S'il n'y a pas un assez grand appétit de la part du gouvernement pour investir dans cette stratégie, il y a un problème. Donc, des fois, nous ne comprenons pas exactement les intentions du gouvernement. Pendant le développement en 2000 de la politique informatique du Nigeria, le président, à l'époque, avait dit que l'informatique était une priorité nationale, voulant dire que la législation allait être promulguée immédiatement, que la législation pour établir les mécanismes requis et que les budgets seraient disponibles. Malheureusement, d'obtenir cette législation a pris 7 ans. Et bien sûr, d'obtenir les budgets a aussi été difficile. Alors, en tant qu'exemple au niveau de la politique, les engagements envers ceci, par exemple, nous avons vu les incidents en Géorgie de la part de la Russie, en Ukraine, et aussi en 2019 ou en 2020 aussi en Ukraine de la part de la Russie. Et la première guerre du Pentagone contre Daesh, les premières attaques ont été en 2016 contre ces infrastructures de communication. Bien sûr, il y a eu bien sûr des attaques contre les systèmes iraniens aussi. Donc, du point de vue d'une réponse physique, alors, il y avait eu bien sûr une attaque présumée de Hamas et une réponse de la part d'Israël sur les infrastructures à cause de cette cyberattaque. Alors, il faut développer une cyberculture robuste et les unités de protection doivent protéger nos valeurs nationales et nos intérêts nationaux. Alors, voilà
les éléments stratégiques que nous devons examiner en établissant ces stratégies. Les acteurs du secteur de la sécurité au Nigeria ont joué un rôle très important, mais pas un rôle exclusif. Alors, la question, qui sont les acteurs principaux de la cybersécurité? Les effectifs techniques des organisations de télécommunications seraient en fait peut-être plus rentables dans leur approche pour résoudre les menaces de cybersécurité plutôt que les forces armées. Par exemple, en Estonie, il y a la capacité qui est coordonnée avec une discipline militaire, avec des exercices euh, de prévention et qui en fait peuvent protéger les intérêts du pays. Enfin, les bonnes pratiques qui ressortent de notre compréhension des résultats attendus de la part de ces politiques et de ces stratégies, c'est que ils doivent être mis en place pour les meilleurs intérêts des parties prenantes. Et les parties prenantes doivent comprendre les documents. Et les documents doivent être lus. Et pour être lus, ça doit être des documents brefs et faciles à lire. Si on examine la plupart de nos documents de politique, on a des résultats qui ne sont pas très bons. Alors, trop de documents sont écrits d'une manière trop compliquée, trop ennuyeuse. Ces documents doivent être très simples parce que les décideurs politiques de stratégie ne comprennent pas les nuances du sujet. Et beaucoup de technocrates n'ont pas les connaissances requises pour s'adresser à ces défis et ou n'ont pas le pouvoir, l'autorité de le faire, même s'ils savent quoi faire. Beaucoup de documents de politique sont souvent ciblés vers les décideurs politiques de haut niveau ou les institutions de haut niveau, mais pas envers les fonctionnaires de niveau moyen qui, en fait, sont responsables pour établir des projets qu'on peut mettre en œuvre pour cette politique. Donc, souvent, les déclarations politiques sont difficiles à identifier. Et moi, dirais qu'on devrait avoir vraiment une méthodologie où les déclarations politiques sont soulignées pour qu'il soit plus facile de les mettre en œuvre. Les politiques sont souvent développées où les gens ne comprennent pas toujours les parties prenantes qui sont sur le terrain, ceux qui vont vraiment bénéficier de l'impact positif de tout cela. Mais pour en finir, beaucoup de documents que nous mettons en place doivent être clairs pour bien montrer leurs objectifs. Souvent, ils sont clairs, mais souvent, on n'explique pas pourquoi ces impératifs sont nécessaires. Et c'est pour ça que notre philosophie nationale, nous ne sommes pas tous d'accord avec cela dans la société, mais le composant de la mise en œuvre par nécessité, puisque nous n'avons pas bien articulé l'éthos, la philosophie, donc il y a un manque de clarté et ceci peut mener à des matrices de performance défaillantes. C'est pour ça que le Nigeria et d'autres pays en Afrique, pour eux, c'est difficile de planifier. Mais il nous faut planifier malgré tout cela, malgré les statistiques crédibles par le passé. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre. Il y a beaucoup de complications. Souvent, il y a bien sûr des conséquences politiques dans la rédaction de tout cela. Et les gens préfèrent, les politiques préfèrent éviter tout cela parce que ça peut impacter leur carrière politique. Merci beaucoup, Abdul Hakim. Vous avez donné des informations, des perceptions importantes, les besoins de l'équilibre pour bien comprendre, pour que toutes les parties prenantes comprennent bien, d'avoir des objectifs bien concrets et de pouvoir en fait mettre en œuvre ces documents. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus en profondeur des tensions qui existent entre les parties prenantes au Nigeria au sein du processus de la stratégie cybernétique du Nigeria dont vous faites partie, les acteurs de la sécurité,
sont acteurs clés pour fournir une stratégie nationale de sécurité. Il y a beaucoup d'exemples à travers le monde de comment s'insèrent les forces de sécurité, mais aussi le secteur privé. C'est un défi de trouver quel est le bon équilibre entre la société civile, entre les forces de sécurité dans le processus de mettre en œuvre une stratégie de sécurité cybernétique, et les tensions entre toutes ces parties est bien connue. Et comment avez-vous fait au Nigeria pour réconcilier ces parties différentes? Merci. Bon, rapidement, c'est comme c'est très difficile de trouver cet équilibre. C'est par jour, par heure, par minute, tout est en évolution. Mais franchement, dans notre cas, la discussion est respectueux. La discussion est respectueuse malgré tous les défis, parce que l'élément de la sécurité nationale est les gens qui font partie de cela, ce sont souvent des jeunes, et les jeunes pensent souvent qu'ils peuvent mieux articuler ces problématiques parce que c'est leur domaine, mais beaucoup de personnes voient ceux qui proviennent de l'extérieur avec des soupçons, avec un manque de confiance. Mais une chose que nous avons fait, nous nous sommes assurés d'aller autour de la table et demander à chaque personne leur rapport. Et lorsqu'ils ont donné leur rapport, on a fait le suivi avec une question. Mais pourquoi? Pour justifier leur position, pour voir comment leur idée pourrait fonctionner dans le monde réel. Et comme ça, ils ne pouvaient pas se cacher derrière le silence, mais c'était plus efficace parce que ça a permis un aller-retour dans le discours, dans le débat. Et spécifiquement, au sein de notre comité, on s'est mis dans 3 sous-groupes. C'était des chapitres, en fin de compte, avec des plénaires de chaque comité pour modifier les idées sortantes de ces groupes. Et puis, pour maintenir la conversation bien axée sur le sujet, on a les secrétaires, le président de ces groupes. Une leçon que nous avons apprise, c'est que les parties prenantes doivent être écoutées. Mais lorsque on se demande comment ce qu'ils ont présenté peut être mis en œuvre, que ce soit des limites de budget ou autre chose, ils ont pu arriver à des compromis avec ces discussions. Finalement, le secrétariat a été très responsif, très efficace et a travaillé acharnement malgré le fait parfois de prendre le dessus sur le comité. Les membres ont repoussé ces efforts. Mais nous avions tous l'impression de travailler sur l'image plus élargie. Et au sein de la première semaine, nous avons passé à écouter les experts de l'extérieur, les experts locaux, ceux qui avaient élaboré des structures, des politiques par le passé, d'autres réitérations par le passé. Et par cela, nous avons pu mettre en place une bonne compréhension pour que tous les opérateurs puissent bien être sur la même page et bien comprendre le schéma qui est en place. Merci. Merci beaucoup, Abdul. Vous avez fait un travail excellent pour établir, en fait, ce processus ouvert, inclusif, pour que toutes les parties prenantes puissent réconcilier leurs différences. Nous allons parler aussi du rôle que les acteurs de la sécurité nationale jouent dans tout cela, et nous avons parlé de ça. Et maintenant, parlons des parties prenantes non gouvernementales, telles que la société civile. Comment est-ce que eux influencent le processus de l'élaboration de la stratégie de sécurité cybernétique au Nigeria? Abdul, je crois que vous êtes en sourdine. Allumez votre micro, on ne vous entend pas. Ah oui, le refrain de Zoom de l'année, que vous êtes en sourdine. Tout d'abord, en ce qui concerne le processus,
le processus central a été ralenti, retardé, et puis il y a eu le COVID. Mais cela, en fait, a permis au secrétariat de faire la demande sollicitée d'agences différentes, de parties prenantes différentes à l'avance, d'avoir une analyse de leurs perspectives, de leurs itérations des politiques et des stratégies avant l'inauguration formelle de tout cela. Donc, les autres parties prenantes avaient leur rapport. Et puis, en plus, ce qui était très impressionnant pour le Nigeria, nous avons assuré que les membres du comité miroitaient non seulement les acteurs politiques, mais géopolitique de même. Donc, le domaine géopolitique, très important. Nous avions aussi une bonne représentation de genre, femmes et hommes. Et donc, parce que nous avons fait venir des experts de notre pays et de l'extérieur, lorsque nous avons travaillé sur la première rédaction avec les parties prenantes, il y a eu très peu d'arguments parce que les obstacles, les personnes qui souvent présentent des obstacles, ils avaient déjà eu leur rapport. Ils ont vu que ce qu'ils avaient dit était déjà reflété dans le document. Alors, nous avions un calendrier assez strict, donc cela nous a permis de rester bien focalisés. Mais cette interaction publique, en fait, était une séance de validation à cause de tout ce qui avait été mis en place antérieurement. Et donc, les choses étaient assez claires et assez souples et assez harmonisées parce que, justement, à cause du fait que tout le monde avait pu participer avant la première rédaction. Merci. Alors, ceci souligne l'importance de l'inclusivité dans le processus d'élaboration d'une stratégie de sécurité. Il est très important d'inclure les femmes, les personnes de secteurs différents, de la société civile, et vous voulez aussi avoir le soutien de toutes les parties prenantes au sein de votre pays. Alors, merci beaucoup de cette explication excellente en ce qui concerne la stratégie de cybersécurité dans votre pays de Nigeria. Maintenant, nous allons parler de Burkina Faso. Nous avons avec nous Pierre Ouedraogo. Alors, Pierre, Burkina Faso a eu beaucoup d'élaboration de stratégies de sécurité, la dernière étant relâchée en 2019. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de votre processus et comparer votre processus avec celui que nous venons d'entendre du Nigeria? Au Burkina Faso, comment est-ce que ce processus de la cybersécurité a-t-elle été mis en place? Quels ont été les défis que vous avez rencontrés lors du processus de tout cela? Je vous remercie de l'occasion qui m'est donnée de partager notre expérience dans le cadre du CESA, et actuellement, je vois qu'il y a une centaine de participants. C'est très important cette démarche pour permettre un enrichissement mutuel. Donc, en ce qui concerne le Burkina Faso, je commencerai d'abord le processus avant le processus actuel, parce qu'on a commencé d'abord par bénéficier dans le cadre du projet Impact de l'UIT d'un centre d'alerte informatique avec des formations rattachées à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Ce centre a fonctionné et devait engager les parties prenantes. Mais cela ne s'est pas passé. Il y a eu une stratégie aussi qui a été élaborée après, mais tout ça n'arrivait pas à engager toute la société dans cette démarche de la cybersécurité. Et comme Abdoul l'a souligné tantôt, il faut mettre en place, il faut faire émerger une culture. C'est toute une culture qui va donner un écosystème
et qui permet d'arriver à atteindre les objectifs en matière de cybersécurité. Donc, à partir de ces expériences, à partir de 2017, et sous l'égide de l'Agence nationale de sécurité des services d'information, ANSSI, une démarche inclusive a été entreprise. Il faut dire aussi que par rapport à l'ANSSI, et je pense que là, j'aborde la question des conflits qu'il Excusez-moi, le micro s'était coupé. Quand l'Agence nationale de sécurité informatique a été mise en place, il y a eu un problème. Tout de suite, bon, il y a l'armée qui dit bon, il y a sécurité dedans, donc c'est nous. Il y a le ministère de l'Intérieur en charge de la sécurité qui dit c'est eux. Et le souhait avait été de placer cela sous l'autorité du Premier ministre. Et finalement, suite à des tractations, l'ANSSI s'est retrouvé sous le ministère de la Sécurité. Et finalement, tout le processus a été arrêté comme ça jusqu'à ce que ce soit repris en 2017 avec le rattachement de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information au Premier ministre. Et en ce moment maintenant, on a commencé réellement le vrai processus qui nous amène aujourd'hui et qui devrait aboutir au mois de septembre. En 2017, la différence avec tout ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a eu d'abord la mise en place d'un comité interministériel. Un comité interministériel, ce qui corrige ce qui avait été fait avant. Et il y avait des représentants du Premier ministère, des ministères en charge des finances, de l'économie numérique, de la justice, de la sécurité, de la défense nationale, du commerce et des structures telles que l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information, ANPTIC, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la Commission de l'informatique et des libertés, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et 2 personnes qui venaient de la société civile, 2 personnes ressources. Et donc, ces travaux ont démarré avec comme base d'appui un certain nombre de documents, parce qu'il a fallu d'abord faire le point de ce qui se passe. Donc, il y avait bien sûr les textes qui constituaient l'ANSSI. Il y a la loi relative à la sécurité informatique de la Tunisie qui a été exploitée, la loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité du Cameroun, la convention de Malabo de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel et la loi relative à la cybersécurité de la France. Bien sûr, les normes ISO sur le management pour la partie technique a été pris en compte. Et enfin, la convention de Budapest relative à la cybersécurité ainsi que les actes communautaires au niveau, disons, de la CEDEAO, puisque nous faisons partie de la CEDEAO. Et donc, il y a d'un côté un comité interministériel qui comprend des représentants de tous les secteurs vraiment les plus concernés. Et de l'autre côté, il y a une base documentaire qui reprend ce que nous considérons comme exemple ou comme référence à travers le monde. Et maintenant, ce processus a permis de préparer une loi sur la sécurité des systèmes d'information qui a fait l'objet d'un atelier national qui s'est tenu le 13 septembre 2017 et qui a permis à l'ensemble des acteurs, y compris la société civile, de pouvoir se prononcer sur les différents éléments. Et donc, c'est ce processus donc, qui a permis d'aboutir à un projet de loi qui actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce que je dois souligner aussi, c'est que pendant que ce projet de loi se discutait, il y a la politique de sécurité nationale qui était en cours de discussion. Donc, on a fait le lien entre les deux de manière à ce que
cet élément important de la sécurité nationale soit pris à l'intérieur de la politique de sécurité nationale qui elle-même a fait l'objet de débats, de concertations ouvertes à toutes les parties, Ce n'était pas fermé. Et donc, ça permet donc aujourd'hui qu'on ait cette loi qui va donc être devant l'Assemblée nationale. Bon, quels sont les acteurs de la sécurité nationale, la société civile, les médias? Bon, comme vous voyez, toutes les parties prenantes ont été impliquées à travers l'atelier. Il est vrai qu'à l'intérieur du document, dans le cadre de la mise en œuvre par l'ANSSI, il y a les parties prenantes, notamment ceux qui sont dans les centres considérés comme étant hautement sensibles pour la nation, qui vont être beaucoup plus mis en avant. Mais il y a cette démarche inclusive dans laquelle tout le monde va se retrouver. Et quand le projet de loi sera à l'Assemblée, il y aura encore toutes les parties au niveau de l'Assemblée qui vont intervenir là-dessus. Ce que je voulais, disons, tirer comme enseignement de cela, c'est surtout d'abord qu'on a commencé par le volet technique. Il y a eu des équipements, il y a eu des formations, mais rien n'a bougé. Et à partir de la création de l'ANSSI, il y a eu des difficultés pour positionner l'ANSSI. L'ANSSI devait-il être avec le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, etc. Bon, ça, c'est des débats qu'on a généralement dans les différents pays. Et finalement, l'ANSSI, en tant qu'autorité indépendante, a été placée sous l'autorité du Premier ministère, ce qui donne son caractère interministériel et permet en ce moment que les débats, la mise en œuvre des mesures soient pris dans une dimension qui est large. Et il y a le volet renforcement de capacité pour lequel on a fait beaucoup. Il y a eu un PAC, il y a beaucoup d'initiatives qui sont encouragées sur le terrain en matière de cybersécurité, notamment en matière de master en cybersécurité, pour être certain d'avoir les ressources humaines nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre la loi sur la sécurité des systèmes. Et comme Abdoul est là, j'avais mis sur la table, à l'occasion de plusieurs rencontres, la possibilité d'envisager la mise en place d'un réseau de l'ensemble des agences en charge de sécurité d'information au niveau de l'Afrique pour mutualiser les ressources, pour partager les expériences et permettre à ceux qui sont en avance dans un domaine de pouvoir se rattraper avec l'autre. Nous avons au niveau de la société civile, dans le cadre de ce que nous appelons les AFSTA, mis en place une plateforme Africa CERT, mais qui, bon, comme c'est des ONG, le fonctionnement est limité. Et ce serait bien que cette question, peut-être au cours de nos échanges qui vont suivre, puisse être mise sur la table pour permettre à l'Afrique de se doter de dispositifs robustes, partagés, parce qu'il est rare de trouver des pays qui ont toutes les ressources humaines et toutes les ressources technologiques pour pouvoir faire face aux défis que nous pose la cybersécurité actuellement. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Merci. Thank you very, very much for that excellent response. I think there's Merci pour cette excellente réponse. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de votre sagesse et de l'expérience du Burkina Faso. Et vous avez souligné le rôle du leadership de haut niveau pour s'assurer que cette stratégie est développée et mise en œuvre. Et c'est essentiel du fait que la cybersécurité est tellement importante ces jours-ci. Pour moi, la seule manière de faire promulguer un document de stratégie, c'est de s'assurer que le bureau du président ou du Conseil de la sécurité est impliqué, quelqu'un qui a l'expertise et l'autorité. Et vous avez souligné l'importance, on l'a entendu maintes fois à travers ce séminaire, ce webinaire, l'importance d'apprendre des leçons à partir d'autres pays africains. Et vous avez inclus ceci dans le
processus de développement de stratégie du Burkina Faso. L'interprète s'excuse, elle n'entend plus l'intervenant. Vous allez remarquer beaucoup d'améliorations et une tendance vers une inclusivité plus grande. Et donc, il y a eu des apprentissages, en effet, des enseignements tirés. Bon, nous n'avons pas énormément de temps, mais avant de passer à Grace, est-ce que vous auriez d'autres bonnes pratiques à partager dans ce processus au Burkina Faso, d'autres bonnes pratiques ou des enseignements tirés que vous voudriez noter, Monsieur Ouedraogo? Je voudrais ajouter, c'est peut-être l'initiative actuellement en cours entre le Burkina Faso et les États-Unis pour la mise en place d'un centre d'excellence académique en cybersécurité qui va permettre qu'il y ait un partenariat international autour de ces questions de cybersécurité. Donc, il y a des universités américaines, des entreprises américaines comme Microsoft, Cisco, IBM et d'autres qui sont associés dans le projet, et cela va nous permettre de mettre en place un centre d'excellence qui va commencer les cours probablement début janvier 2022, après une conférence internationale qui va avoir lieu à Ouagadougou en début décembre. Et cette initiative va permettre de sortir des cadres de haut niveau qui sont en mesure de contribuer au renforcement de la cybersécurité au Burkina Faso. Et cet axe de renforcement des capacités est très important. Et nous voulons signaler aussi qu'au niveau de Smart Africa, le Burkina Faso conduit l'initiative en ce qui concerne le renforcement des capacités. Et ce matin même, je viens de l'ouverture du 7e forum de formateurs formateurs pour la gouvernance de l'Internet. Et il est prévu un centre de formation continue qui va permettre encore d'accroître. Nous devons renforcer les capacités. Comme cela, les politiques, ils peuvent changer, mais si nous avons la capacité à l'intérieur du pays, ils pourront bénéficier des conseils, des éclairages, afin que la cybersécurité puisse être améliorée chaque jour. Merci énormément et merci pour ces très bons exemples. Je vois des commentaires dans la boîte de chat. J'ai quelques problèmes de connectivité. Alors, les problèmes de connectivité à l'Internet ne sont pas seulement des problèmes en Afrique, mais évidemment aussi aux États-Unis. Alors, soyez patients. Je pense que ma connexion est meilleure maintenant. Alors, merci énormément et je voudrais maintenant présenter Grace. Et maintenant, bien que le Kenya a une stratégie de sécurité nationale, elle date de 2014. Et ce qui s'est passé à Kenya, c'est que la société civile a joué un rôle très important dans son influence envers la sécurité nationale et la cybersécurité. Grace, dans son rôle dans ce réseau Kikanet, nous voudrions que vous partagiez vos expériences en tant que membre de la société civile et votre travail avec les acteurs de la sécurité et du gouvernement pour vous adresser aux problématiques de TIC au Kenya. Quel devrait être le rôle de la société civile dans le développement des politiques et des stratégies de cybersécurité nationale? Alors, merci énormément, Nathaniel. Je suis très heureuse de participer à cette réunion. C'est ma deuxième fois dans un programme du CESA. Je suis heureuse que vous m'ayez invité à vous rejoindre. Je pense que quand je parle de mes expériences personnelles, je ne pourrais pas vraiment les distinguer de Kikanet, qui est en fait une plateforme multipartite qui s'engage dans les processus de politique TIC et donc à une approche multipartite. Alors, en tant qu'individu, j'ai compris qu'il est important d'établir des relations au fil du temps avec les différentes parties prenantes et que parfois,
cela prend tellement de temps pour qu'ils arrivent à vous faire confiance parce que ce sont vraiment des processus de plaidoyer plutôt que des projets. Le processus prend longtemps et cela peut être décourageant. Et il faut mener ces efforts en continu et en fait garder à l'esprit le résultat attendu. Et donc nos processus à Kikanet, certains ont pris très longtemps. Mais actuellement, on nous reconnaît, nous sommes une partie prenante clé, surtout par rapport à la société civile. Alors, du point de vue de quel rôle devraient jouer les acteurs de la société civile dans le développement des politiques cybernétiques, je devrais dire que nous voyons que les gouvernements à travers le monde établissent de nouvelles institutions et identifient les implications de la cyberdépendance. Au Kenya, par exemple, au niveau de la cybersécurité, nous avons le LC3. C'est une unité, une cellule de commandement cybernétique, mais c'est vraiment un centre de coordination. Et quand on dit ce mot commandement, cela veut dire qu'on intègre cet élément de sécurité. Et c'est une reconnaissance du point de vue du gouvernement du fait qu'ils doivent établir des cadres pour la cybersécurité. Les gouvernements établissent donc des cadres et des approches pour gérer la croissance des espaces informatiques, la croissance de la téléphonie. Alors nous, en tant que société civile, nous reconnaissons ce que nous avons à faire, c'est d'être conscients alors que le gouvernement élabore ces cadres, quelles sont les conséquences, les implications de ces cadres pour les citoyens ordinaires. Alors, il nous faut jouer notre rôle de nous assurer que les droits des personnes, les droits fournis par la Constitution soient bien respectés. Il nous faut des réglementations néanmoins qui protègent et il faut trouver cet équilibre où les gens, les citoyens puissent s'exprimer. Alors, un des rôles de la société civile, c'est de faire connaître ces questions, à savoir comment la cybersécurité intersecte avec les libertés de la personne. Et c'est le rôle de la société civile, justement, ce qui concerne les contestations, les tensions au sein des cadres qui sont en train d'être élaborés. Et ces cadres, il y a des cadres qui assurent que les citoyens soient protégés. Notre rôle est de bien nous assurer que les citoyens aient un environnement en ligne robuste pour pouvoir s'y engager avec confiance. Parfois, les gouvernements, lorsqu'ils suggèrent des cadres, leur idée, c'est de contrôler, en fait. Il y en a qui proposent des lois qui enfreignent aux libertés, aux droits de la personne, des citoyens. Même si c'est pour protéger, il faut trouver un équilibre et puis il faut rester à jour avec tous les changements, toutes les parties prenantes. Je ne peux pas passer. Il faut que toutes les parties prenantes s'y engagent. Un autre rôle de la société civile, c'est de organiser et de diffuser les informations de façon que le citoyen ordinaire puisse bien comprendre et recevoir ces informations. Je parle par exemple, de ce que nous avons fait à Kikanet, à la télévision aussi, de faire le sommaire des lois dans un langage que tout le monde puisse comprendre, avoir des réunions où les gens puissent discuter et puis de rapporter ces informations aux gens qui font les lois, le Parlement par exemple, ou les réglementeurs. Alors,
Je pense qu'un des rôles clés, c'est de mesurer la situation sur le terrain. Pour le Kenya aussi, c'est d'améliorer la participation des citoyens dans l'élaboration d'une cybersécurité. Et souvent, malheureusement, nous voyons cela souvent comme étant une question de sécurité du gouvernement. Il nous faut donc continuer à nous engager avec les NC3 au Kenya et il faut rappeler aux parties prenantes, il faut rappeler à tout le monde que votre implication est importante. Cela est fourni, ces droits sont fournis par la Constitution. Et donc, c'est dans l'intérêt public que nous devons surveiller toutes ces lois. Nous parlons aussi de la sûreté en ligne, d'avoir une bonne formation pour le peuple, faire le rappel pour le peuple qu'il y a une certaine responsabilité personnelle, rappeler aux parties prenantes de l'importance d'être bien à jour concernant la sécurité cybernétique et aussi mettre en place des normes minimums, de mettre en place les meilleures pratiques pour assurer une sécurité en ligne pour la cybersécurité. Une des choses clés que nous ayons pu faire, nous faisons des recherches, nous fournissons des positions basées sur les preuves, les évidences et le contexte dans lequel certaines lois s'appliquent. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on s'engageait, avant que cette cybersécurité été mise en place, lorsque nous étions sur le comité TIC, nous avions bien souligné pour dire qu'il n'est pas possible de légiférer les fake news, les nouvelles fausses. Mais il y a tellement de plateformes aujourd'hui sur lesquelles les gens échangent les informations. Alors, il y a eu une loi qui a été mise en place et à cause de cette loi, la loi n'a pas encore été mise en place. Alors, il faut informer des stratégies informatiques et puis aussi la sécurité des citoyens au Kenya. Merci beaucoup, Grace. Vous avez donné un aperçu concernant le rôle de la société civile, par exemple, le plaidoyer pour protéger le droit des citoyens, pour leur expliquer l'impact des politiques, expliquer la position du gouvernement. Vous avez mentionné des recherches basées sur les preuves. Donc, c'est un rôle que peut jouer la société civile. Et je pense qu'une chose importante qui est moins bien comprise, ce que le KECnet a très bien fait, c'est de réunir les relations que vous avez mises en place avec des représentants du gouvernement, que vous avez les relations mises en place depuis des années avec le gouvernement, par exemple. Vous avez donc la confiance des représentants du gouvernement, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. Mais c'est un élément important et très productif. C'est pour que la société civile continue à essayer d'élaborer, de bien approfondir les relations avec le gouvernement. Je voudrais donc souligner cela aussi. Vous avez mentionné qu'il y a des points de vue souvent très variés entre les parties prenantes, pas seulement entre le gouvernement et la société civile, mais comme nous avons dit avec Pierre et Abdul, dans les acteurs de la sécurité et puis les acteurs du secteur de la sécurité, les acteurs qui ne proviennent pas du secteur de la sécurité, des difficultés entre, par exemple, les forces de l'ordre et puis les militaires, et à savoir qui doit faire quoi. Alors, ma question pour vous, d'après vos expériences, comment est-ce que le secteur de la sécurité du gouvernement et de la société civile peuvent surmonter ces défis pour adresser les questions très sensibles TIC? Oui, je vais adresser cela de la part de KICTANET. Les groupes de réflexion aussi ont leur part. Parfois, vous avez bien mentionné que
que parfois nous travaillons ensemble et parfois on n'est pas du même avis. Mais ce qui est formidable de travailler tous ensemble, on peut ne pas être d'accord, mais on peut néanmoins s'asseoir, prendre une tasse de café, échanger des idées. Alors, ce que nous avons soutenu, c'est que la cybersécurité est la provenance de tous. Ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement. Alors, en travaillant tous ensemble, d'après nos expériences, nous avons bien reconnu qu'il faut établir cette confiance entre les parties prenantes différentes. Alors, nous avons reconnu que les parties prenantes différentes ont des expertises différentes, des ressources différentes qu'ils peuvent nous apporter. Il faut donc reconnaître que toutes les parties prenantes ont une responsabilité, mais en fin de compte, nous avons toutes une responsabilité partagée d'opérer dans ce même espace cybernétique. D'autre part, nous pensons que de regrouper des parties prenantes différentes, il y a le besoin de définir clairement les rôles et les responsabilités de chacun pour que chacun puisse bien comprendre leur rapport lorsqu'ils se réunissent. Et nous pensons qu'il faut clairement définir cela et je pense que Kictanet a pu fournir cela dès le départ. Nous avons pu apporter des parties prenantes différentes pour discuter de problématiques critiques, par exemple, concernant le cyberespace. Alors, il faut un leadership bien coordonné, des approches comprenant les parties prenantes et puis bien expliquer, bien comprendre et reconnaître la valeur de ces parties prenantes. Mais aussi, cela fait appel à un engagement des institutions qui sont impliquées dans le processus. Alors, une des choses que nous avons aussi réalisées, c'est le besoin de la participation pertinente des parties prenantes qui sont déterminées parfois par le débat, la problématique. Il faut faire l'équilibre entre les objectifs, les opinions différentes provenant de la société civile, du gouvernement, des entreprises qui parfois ne pensent pas qu'une politique puisse les toucher, les affecter. Donc, nous travaillons en fait avec une approche collaborative et non pas une situation où une partie prenante se croit supérieure à une autre. Dans le domaine de la cybersécurité, lorsque les lois se formulaient, le gouvernement doit être le point focal pour les informations, mais la société civile doit donc continuer à promouvoir la sensibilité du public vis-à-vis la cybersécurité. Les organisations nationales, par exemple, ICA, ITU, fournissent les normes concernant l'infrastructure. Alors, les gens sont très clairs concernant leurs responsabilités, leur rôle. Et donc, avec cela, vous pouvez tous travailler ensemble sans avoir l'impression qu'il y a toujours, sans voir que la société civile présente toujours des difficultés, toujours en rébellion. Alors, pour nous tous, en tant que partie prenante, quelles sont les menaces de la cybersécurité pour les citoyens? Comment est-ce qu'on peut agir et fournir un environnement bien sécurisé? Et nous avons donc mis en place un consensus en clarifiant le rôle et les responsabilités de chacun. Et puis, autre chose qui est très important, j'en ai parlé déjà, c'est de tous travailler ensemble. Pour que vous puissiez travailler ensemble, la confiance est primordiale. Par exemple, pour ceux qui reconnaissent que la société civile
a démontré une certaine expertise technique. Nous avons une bonne historique concernant notre travail. Alors, travailler ensemble, il faut avoir un esprit de corps, il faut reconnaître que les réponses cybernétiques ne doivent pas être vues seulement comme étant des préoccupations de sécurité nationale, parce que du côté du secteur de la sécurité manque toujours de transparence parfois. Donc, il nous faut assurer qu'il y ait cette participation du public. Voilà ce que je voulais souligner, cette confiance qui est primordiale. Cela souligne ce dont on a parlé depuis le début du programme, c'est que la confiance, la transparence et une division claire des rôles et des responsabilités des parties prenantes responsables de la sécurité, que ce soit du gouvernement ou de la société civile, est critique pour adresser toute menace cybernétique. Je pense que vos remarques soulignent cela tout à fait et se retrouvent. Nous avons eu cette discussion, donc, la cybersécurité, la stratégie du côté du gouvernement, le meilleur véhicule, c'est d'avoir cette division du travail, des responsabilités, de bien déligner cela. Merci beaucoup.